On va regarder ensemble qu'est-ce que c'est, quel type existe, comment vérifier que ça marche, combien ça coûte, comment justifier un projet de maintenance prédictive et surtout, le plus intéressant, la vie après avec la maintenance prédictive. Allez, c'est parti. Tout d'abord, pourquoi la maintenance prédictive? En fait, il faut partir de la situation actuelle. Actuellement, soit vous êtes en mode pompier, ou est-ce que votre maintenance ressemble plutôt à ça? C'est-à-dire un travail d'analyse où on prévoit les remplacements parce qu'on a prévu les pannes. Donc c'est très différent du mode pompier. La vidéo qu'on a regardée est un peu extrême parce qu'on éteint un incendie. Mais ça image bien ce qui se passe dans la majorité des industries qui est ce qu'on appelle la maintenance corrective. On attend que ça casse et on répare. Pourquoi? C'est qu'en fait on a du mal à savoir quand réparer au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Ce qu'il faut regarder en fait c'est le point de vue du directeur financier ou du directeur de l'usine qui, quand on lui parle par exemple de maintenance préventive, qui paraît sensé, comme par exemple quand vous avez une voiture, la révision c'est tous les 2 ans ou alors tous les 30 000 km. On peut appliquer la même chose à toutes les machines industrielles où en général, au bout d'un certain nombre d'heures de fonctionnement, il faut faire une révision ou alors changer des consommables ou des composants. Ce qui est dur en fait pour ces directeurs d'usine ou financiers, c'est que malgré le fait de respecter le préventif, ils ont quand même beaucoup de pannes sur certains équipements et donc ils ont l'impression tout simplement de jeter l'argent par les fenêtres. C'est évidemment faux, mais c'est quand même la sensation. Imaginez que vous fassiez vos révisions de voiture tout le temps à temps, que vous changiez les consommables à chaque fois que le voyant s'allume, et que pourtant vous avez des pannes fréquentes, vous diriez « mais pourquoi je fais les révisions ?» Et bien c'est exactement pareil dans une usine. L'étude sur laquelle je me base est faite par le cabinet ARC, qui a fait un tableau qui résume bien la situation. Donc on a vu la maintenance réactive, c'est le fameux mode pompier, ça casse, je répare. Puis la maintenance préventive ou périodique, on pourrait l'appeler, qui est sur seuil fixe comme un nombre d'heures de fonctionnement ou un temps, comme par exemple tous les 1 an, tous les 3 ans, etc. Je fais une action de maintenance, qui est par exemple une révision, changer un consommable, faire un contrôle, etc. Mais ça, on a vu que malgré ça, sur certains équipements, on avait quand même un certain nombre de pannes. On a vu dans une précédente vidéo que je vous mets là, que selon toujours ce cabinet ARC, 80% des pannes ne sont pas dues à l'âge des équipements. Donc ça, c'est important. Donc c'est dû à autre chose. Ce autre chose, souvent, dans l'industrie, on a mis des seuils fixes. Par exemple, on sait que au-dessus d'une température, au-dessus d'un couple fixe, il va y avoir un danger immédiat. Donc on va arrêter la machine. Le problème, c'est que ce seuil fixe est souvent positionné assez haut, parce que s'il est trop bas, on va avoir tout le temps des arrêts. C'est des arrêts vraiment immédiats. Donc il faut quelque chose entre les deux, entre vraiment le seuil fixe et rien du tout. Au-delà de la maintenance préventive, on va pouvoir faire de la maintenance basée sur des conditions réelles. Qu'est-ce que j'appelle conditions réelles? C'est par exemple des choses assez simples, comme on va surveiller des températures d'huile, par exemple, pour les moteurs. On va surveiller aussi des courants ou des couples. On sait que si on commence à dépasser ces courants, ces couples, c'est pas bon. On va surveiller des températures d'huile de transfo, on va surveiller beaucoup de données process qui, au-delà de cette donnée, on sait qu'il va y avoir un problème. Donc grâce à cette maintenance, disons conditionnée, on arrive quand même à avoir moins de pannes, mais il en reste quand même un certain nombre, notamment sur des équipements, en général, qui sont dits capricieux dans les usines. Sur ces équipements dits capricieux, en fait, c'est qu'ils ont plusieurs comportements avant la panne. Pourquoi je dis comportement? C'est que il suffira pas de mettre un seuil fixe pour dire « Ah, au-dessus de ça, il y a une panne », sinon on va devoir le mettre vraiment haut, parce que si on le met trop bas, dans un cas ce sera une panne, dans un cas ce sera pas une panne, donc on aura entre guillemets un faux positif, on aura arrêté la machine pour rien, alors que on aurait très bien pu la laisser continuer. Vu qu'on peut pas mettre de seuil statique, on va devoir trouver autre chose. Et souvent quand on regarde la courbe par exemple d'un couple ou d'une température d'un moteur avant qui rende l'âme, on voit qu'il a un comportement fréquemment identique. Mais ce que j'appelle comportement, en fait, c'est une forme de courbe. Si vous regardez plusieurs variables comme le couple, la température, l'intensité, la vibration et autres, mais néanmoins, on peut difficilement calculer l'équation polynomiale ou autre de cette courbe. Et c'est là que va entrer en jeu la maintenance prédictive, qui en fait est simplement dans sa forme le fait qu'un ordinateur ou une IA, comme on aime bien dire, va calculer ses comportements et les reconnaître surtout pour dire « D'accord, je reconnais le comportement, je sais qu'on est au début de ce comportement défaillant, alors je t'avertis opérateur de maintenance, il va y avoir une panne et donc, va voir, entre guillemets. » C'est bien ça la maintenance prédictive, c'est le fait de détecter un comportement défaillant
est de reconnaître le début de ce comportement et de prévenir quelqu'un pour empêcher ça. Et donc avec la maintenance prédictive, on va plus être dans un mode de travail type analyse. On va regarder maintenant comment marche la maintenance prédictive. En fait, il y a 3 types, ou plutôt 4. Tout d'abord, il y a celle où on connaît l'équipement, comme par exemple les moteurs. Les moteurs, on sait très bien physiquement comment ça marche, on est capable d'en écrire les équations physiques. Donc on va partir sur cette base d'équations physiques où on sait comment doit marcher le moteur, entre guillemets, si je mets telle intensité, j'ai tel couple. Donc si j'ai une dérive, c'est que j'ai pas demandé à commander le moteur pour avoir le couple qu'il a, mais que j'ai par exemple une vibration, un désaxage, autre chose qui fait que j'ai plus de couple et donc une déviance et donc une future panne. L'autre point, c'est la maintenance où je ne connais pas vraiment les équations de l'équipement pour diverses raisons. Soit il peut être très complexe, soit j'ai acheté l'équipement à un constructeur de machines et il m'a pas fourni les équations, ce qui est normalement la norme. C'est un peu le secret professionnel du constructeur de machines. Donc pour ces équipements où je ne connais pas les équations physiques de la machine, je peux quand même faire du machine learning. Plus précisément du deep learning. Le deep learning, pour faire simple, c'est la même technologie qui permet de reconnaître les images sur Internet, les fameux passages piétons, les chats, les taxis, etc. En fait, vous allez prendre 2 jeux de données pour faire simple. Un jeu pour lui apprendre à reconnaître vos pannes et un jeu pour contrôler que c'est bon. Une fois que vous avez entraîné votre IA et que vous l'avez vérifiée, vous pouvez la mettre en ligne et donc maintenant elle sera prête à détecter les nouveaux comportements. Il y a un autre type de deep learning, c'est ce qu'on appelle non supervisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas donné un jeu de données où on a dit là il y a une panne, là il n'y a pas de panne à la machine, mais on la laisse interpréter le jeu de données. Elle-même va essayer de deviner quand est-ce qu'il y a des pannes et pas des pannes. Donc elle va apprendre de cette façon-là et elle va vous faire des retours, donc forcément il y a un peu de faux positifs, mais l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de l'entraîner avec un humain qui lui dirait panne ou pas panne. Et ensuite on a l'hybride qui combine souvent de la maintenance prédictive basée sur modèle avec du deep learning. Pourquoi? C'est qu'on sait que le modèle d'équation physique c'est intrinsèquement le bon, néanmoins dans les conditions d'usage où il y a l'équipement, ça varie un peu. Et donc au lieu de partir de 0 pour le deep learning, on part de ce modèle, ce qui donne en général le meilleur résultat de maintenance prédictive pour détecter les pannes. Comment choisir la maintenance prédictive? En fait, ce qui est important d'un point de vue technique, c'est 3 critères. D'abord, la prédiction. À quel point ou quel taux de panne mon algorithme a détecté les anomalies. La deuxième chose, c'est le taux de faux positif. Ce que j'appelle faux positif, c'est le moment où, en fait, votre algorithme vous dit il y a une panne, vous envoyez le mainteneur, il vérifie et il n'y a pas de panne. Les faux positifs, c'est hyper important parce que c'est une histoire de confiance. Si vous avez beaucoup de faux positifs, vous allez dépêcher la maintenance sur vos lignes plein de fois pour vérifier qu'il y a des pannes, alors qu'ils vont à chaque fois revenir et dire en fait il n'y avait pas de panne. Ce qui fait qu'il va se passer 2 choses. Soit au bout d'un moment, ils vont vous dire débranchez la maintenance prédictive, j'en ai marre, je travaille pour rien, puisqu'ils y vont et il n'y a rien. Soit, à l'inverse, ils vont prendre leur temps. Ce qui est pas mieux parce que si, et ça sera le dernier critère, vous savez détecter 4 heures à l'avance une panne et que finalement ils prennent leur temps et ils y vont que le lendemain, en fait, votre maintenance prédictive ne sert plus à rien. Vous voyez où je veux en venir. Le dernier point, c'est, on va dire, le temps de prévenance. La prévenance, c'est combien de temps à l'avance avant la panne vous allez savoir qu'il y a une panne. Ça peut être très court, comme par exemple 1 heure, voire 30 minutes, ou plusieurs jours, plusieurs semaines. Ce qui va être important, c'est sur quel cas et quel équipement vous le mettez. Si par exemple vous le mettez sur un équipement où quand vous produisez, vous faites des changements de série toutes les 4 heures, et donc la prévenance, elle est de 10 heures, donc c'est suffisant parce que quand vous avez la prévenance, vous regardez quand est-ce qu'il y a le prochain changement de série et vous intervenez à ce moment-là pour vérifier. Si à l'inverse, vous avez une prévenance de 30 minutes et que vos productions en général durent 8 heures, ça sera pas suffisant. Parce que forcément, vous allez devoir arrêter la ligne pour vérifier. Donc, vous allez créer de la non-production. Même si ce délai de prévenance peut être plus court que votre changement de série, par exemple une demi-heure de prévenance versus 8 heures de production ininterrompue, si vous avez quand même la capacité d'interrompre la production sans la détruire évidemment, ça peut être intéressant de vérifier, surtout si vous savez que vous n'avez pas de faux positif et qu'il y a une vraie panne qui va arriver, arrêter la ligne, faire le changement en avance de ce qui ne va pas, par exemple un moteur, un variateur, un contacteur, autre chose, et redémarrer la ligne, parce que vous allez peut-être arrêter la ligne, on va dire, une demi-heure, versus, si vous n'aviez pas osé arrêter la ligne, une vraie panne qui, par exemple, aurait interrompu toute l'après-midi la ligne. Donc certes, c'est moins confortable que si vous aviez eu un grand délai de prévenance et eu aucun impact sur la production, mais néanmoins, il vaut mieux arrêter une ligne 30 minutes que 4 heures ou 8 heures.
Vous l'avez donc deviné, où mettre de la maintenance prédictive? Est-ce que j'en mets à chaque fois que j'ai un équipement ou est-ce que j'en mets à certains endroits uniquement? Donc c'est ce qu'on va regarder maintenant. Il faut regarder d'abord l'impact que cause l'arrêt pour panne. Et le premier impact en général le plus gros, c'est la non-production. Qu'est-ce que ça me coûte de ne pas produire pendant 1 heure, pendant 4 heures, etc. Il faut se faire vraiment ce calcul sur chaque équipement. Ce moteur, s'il tombe en panne, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que j'ai un deuxième moteur en redondance et du coup il se passe absolument rien? Ça bascule tout seul en automatique et vraiment la ligne n'est pas arrêtée. Donc là la criticité elle est nulle. Mais à l'inverse, est-ce que ce même moteur, donc il n'est pas redondé, et donc s'il s'arrête, j'arrête toute ma production et en plus la production que j'ai faite, je dois la jeter. Donc là c'est le pire, vous perdez une journée de production, donc vous avez le coût par exemple, vous mettez le coût en face d'une journée de production. Ou par exemple un cas intermédiaire qui serait cette fameuse pompe, cette vanne, etc. Si elle casse, alors j'ai 3 heures de réparation, mais je perds pas la production. Donc je n'ai que 3 heures de non-production. Donc pareil, mettre le coût en face. Évidemment, c'est des cas assez rares, mais si un coût humain, j'entends par coût humain, blessure ou pire, potentiel décès, là il faut clairement le mettre en avant. C'est assez rare. Un autre impact, mais qui est derrière le coût humain et derrière le coût de non-production, c'est évidemment l'impact de la casse. Combien ça me coûte de réparer cette fameuse pompe quand elle est cassée, versus si j'avais su avant qu'il y allait avoir une panne et que j'avais juste un élément à changer, comme par exemple juste graisser, changer un axe, etc. Comparer ce ratio. Donc par exemple, si c'est 1000 € la réparation versus 5000 € quand ça casse, et ben voilà, je mets 4000 € dans la criticité. Et le dernier point à regarder dans la criticité, c'est évidemment l'occurrence de panne. Est-ce que j'ai une panne tous les ans, 10 pannes par an, une panne tous les 10 ans, etc. Et donc on va regarder la criticité, donc le coût de la panne, fois l'occurrence de la panne, et on va pouvoir comme ça trier tous ces équipements dans l'usine et savoir où il vaut mieux mettre de la maintenance prédictive et à contrario où il ne faut pas en mettre. Typiquement partout où la criticité sera de 0, vous pouvez oublier la maintenance prédictive, il vaut mieux garder le fameux mode pompier, voire peut-être un peu préventif. Vous l'avez compris, maintenant on va vraiment parler du coût de la maintenance prédictive parce que c'est évidemment, comme dans toute technologie, un enjeu crucial pour savoir si on le met ou si on le met pas. Il faut qu'il y ait évidemment un applicatif technique, un enjeu technique, mais aussi économique. On va parler un peu de la maintenance prédictive dans le passé, parce que malgré tout, ça existe depuis une petite dizaine d'années dans des industries particulières comme le nucléaire et le pétrole et le gaz. Donc ce qu'il fallait savoir avant, c'est que c'était donc une technologie plutôt chère et compliquée, parce que on programmait tout depuis zéro. Et on programmait tout depuis zéro sur un OS dédié comme un Linux, une version de Linux particulière ou une version de Windows particulière. Ce qui fait que quand Linux ou Windows montait en version, il fallait, alors pas toujours, mais parfois quand même, faire des mises à jour de ce fameux programme. Et donc si la personne qui avait programmé était partie, il fallait en trouver une autre pour mettre à jour ce programme. Avec évidemment le risque qu'on ne trouve pas de compétences pour mettre à jour le programme et qu'il faille recommencer à zéro le développement d'un autre programme sur ce nouvel OS pour atteindre les mêmes résultats. Aujourd'hui, ça a bien changé parce qu'on a des plateformes qui vont intégrer toute une partie, par exemple de collecte, de nettoyage, d'enregistrement, de mise à disposition des données. Donc déjà tout ça, on n'a plus besoin de le faire en programmant, on a juste à prendre un logiciel du marché et l'installer en le paramétrant, sachant que quand il y aura des montées d'OS, de Windows, de Linux ou autre, évidemment ce logiciel standard du commerce va aussi se mettre à jour. Donc déjà ça nous fait un travail en moins et surtout un risque en moins. La deuxième chose, c'est que les algorithmes, soit basés sur le modèle, soit basés sur le deep learning, sont aussi standardisés dans des outils du marché et il n'y a plus besoin de tout programmer à la main en partant de zéro. Combien va coûter un test? Grosso modo, c'est entre 5 kg et 100 kg. Enfin, entre 5 000 € et 100 000 €. Pareil, une heure de non-production, si vous ne savez pas, selon les secteurs dans lesquels vous êtes, c'est entre 10 000 et 100 000 €. Donc vous prenez bien ces deux coûts-là. Un test, c'est entre 5 000 et 100 000. Et une heure de non-production entre 10 000 et 100 000, selon ce que vous produisez. Pareil, ce qu'on appelle le MTTR, le Mean Time to Repair, donc le temps pour réparer. En général, le temps moyen, on va dire, j'en donne un bon temps moyen, c'est entre 4 et 8 heures. Une panne classique, c'est entre 4 et 8 heures. Ça peut être évidemment beaucoup plus court, et si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre, mais si vous ne savez pas, mettez entre 4 et 8 heures. L'occurrence moyenne des pannes, donc on va calculer à l'année, soit vous le savez parce que vous avez dans votre GMAO un historique, soit de tête vous le savez, soit la responsable maintenance le sait, vous avez un fichier Excel ou quelque chose. Si vous n'en avez vraiment aucune idée, prenez comme base une fois par an, vous avez une panne sur l'équipement. En facultatif, si vous avez ces données, par exemple,
s'il y a un coût humain ou si quand il y a une panne, en fait il y a pas une surpanne mais des dommages collatéraux qui font qu'il y a un surcoût par rapport à si vous aviez réparé avant. Typiquement si on reparle du moteur, je répare avant, je change que un élément du moteur, ça me coûte 1000 euros, versus si j'attends qu'il tombe en panne, potentiellement je change tout le moteur, donc on va dire 10 fois le prix, 10 000 euros, et ben là il faudra rajouter en facultatif 9 000 euros. Donc à quoi ça sert de faire ce tableau Excel qui est forcément faux, faut se le dire, hein, il est carrément faux. Ça permet encore une fois, comme avec la criticité, de retirer des équipements qui sont complètement pas rentables de mettre en maintenance prédictive. Donc vous avez d'un côté un test sur la maintenance prédictive qui va coûter entre 5 et 100 000 euros, et de l'autre côté un bénéfice minimum, si on prend que les coûts de non-production, qui va être entre 40 000 si on parle de 10 000 à l'heure pendant 4 heures, jusqu'à 800 000 si on parle de 8 heures à 100 000 euros. Évidemment, il faudra affiner équipement par équipement et selon votre activité, mais ça va vous donner très vite les équipements où ça vaut le coup de regarder et ceux où il vaut mieux pas regarder. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que malgré tout votre équipement, s'il répond aux critères de criticité et aux critères économiques comme quoi c'est rentable de le faire, il y a un risque faible, mais il y a un risque tout de même, que la maintenance prédictive ne détecte pas les pannes sur votre équipement, ou plutôt pas toutes les pannes sur votre équipement. Dans ce cas-là, effectivement, on pourrait se dire, vu que ce risque ne sera jamais à zéro, je ne vais pas oser me lancer. Et c'est pas ce qu'il faut faire. Je sais que c'est dur parce qu'on est tous pareils, on regarde que le risque, mais on regarde pas le gain. Le gain, c'est quand même tout le bénéfice que vous avez pu tirer, c'est-à-dire des heures de non-production qui vont devenir des heures de production versus un coût. Par exemple, si on reprend l'exemple que j'avais donné tout à l'heure, vous pouvez avoir 800 000 euros de gain de production versus vous allez mettre sur la table 40 000 euros. Est-ce que ça vaut le coup de perdre au pire 40 000 euros pour essayer de gagner 800 000 euros? C'est vraiment cette réflexion qu'il faut avoir. Parce que si ça marche complètement, vous allez gagner 800 000 euros et bien plus. Et donc, dans ce bien plus, qu'est-ce qu'il y a? Donc vous l'avez compris, vous allez produire plus parce que mathématiquement, pendant les heures où normalement vous étiez en panne, là vous produisez. Donc vous gagnez le fait de produire plus de produits, le fait d'avoir une plus grande capacité de produits aussi. C'est-à-dire que si sur cette ligne, et c'est souvent le cas, vous faites plusieurs produits, eh ben, le programme de l'année, vous pourriez le faire et dégager de la capacité pour faire par exemple un nouveau produit. Quelque chose qui est encore plus important, c'est que vous allez passer d'une vision où le budget de maintenance, c'était un budget de pompier, on va dire, versus un budget de maintenance qui est maîtrisé. C'est-à-dire que, à la rigueur, si on reprend mon exemple de 40 000 euros, on va dire que ça vous coûte la licence, les hommes qui passent du temps dessus en heure, etc. On va dire que ça coûte la moitié, c'est-à-dire 20 000 euros par an. Il faut mettre 20 000 euros tous les ans pour garantir que je ne vais pas perdre 800 000 euros de production. Et ben, je peux vous assurer que si vous proposez un budget comme ça à un directeur financier ou un directeur d'usine, les 20 000 euros, ils signent tout de suite. Il faut bien montrer en face, si je mets 20 000 euros de maintenance prédictive, je vais avoir 800 000 euros de gain. Tout le monde est prêt à faire ça. Imaginez-vous dans votre vie personnelle qu'il y a un rendement fabuleux sur une assurance vie ou autre chose. On vous dit, vous mettez 20 000 euros, de l'autre côté, vous gagnez 800 000. Tout le monde signe. En plus de ça, vu que vos équipements vont moins tomber en panne, on va allonger leur durée de vie. Puisqu'on sait que les équipements industriels et même tous les équipements, plus ils ont de petites pannes, plus la date où ils vont avoir la panne fatidique mortelle va arriver tôt. Donc, plus vous allez éviter ces petites pannes, plus vous allez rallonger la durée de vie d'un équipement. En plus de ça, et c'est pas négligeable, la sécurité machine va être améliorée. Pourquoi? C'est qu'à chaque panne, on risque, entre guillemets, un dommage externe vers un humain, par exemple. C'est ce qu'on appelle la sécurité machine. Ou vers la machine qui est juste à côté. Par exemple, si le moteur casse, ou le variateur casse dans l'armoire, il peut brûler toute l'armoire, par exemple. C'est vraiment ça que j'ai en tête quand je parle de sécurité machine. Sécurité machine pour les humains, sécurité machine pour les autres machines. Et forcément, moins on a de panne, moins on aura de problème de sécurité machine. Et la dernière chose, c'est l'amélioration de la qualité, puisque par exemple, un agitateur dans un réacteur, avant de tomber en panne, en général, il va y avoir des défaillances qui vont créer un produit de mauvaise qualité, et donc de la non-qualité avant de tomber en panne. La chose perverse, c'est qu'il peut commencer à avoir ce comportement déviant, on va dire, plusieurs jours ou plusieurs productions avant de tomber en panne. Donc si, quand il tombe en panne, vous jetez la production, il est possible que les productions d'avant, il n'était pas encore en panne, mais il était dans un comportement déjà défaillant, et que les productions donc de ces jours précédents soient aussi à jeter. Donc pour conclure, vous allez gagner sur 3 points. Tout d'abord, la production, donc le chiffre d'affaires. Vous allez produire plus de produits, ou alors vous libérez de la capacité de production pour produire de nouveaux produits. Deuxième point, vous allez gagner sur le budget de maintenance. Pourquoi? C'est que de
vous allez le baisser parce que les réparations sont toujours plus chères quand ça a cassé que quand on change en avance. Deuxième point aussi, c'est que pour défendre un budget de maintenance, ça va être beaucoup plus cohérent. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure où je mets 40 000 euros pour un projet de maintenance prédictive et je gagne 800 000 euros de production, imaginez qu'en coût récurrent de temps, mainteneur et de licence, ce soit 20 000 euros, et ben c'est très facile de défendre. Il me faut 20 000 euros pour garantir 800 000 euros de production que il me faut, on va dire, même 10 000 euros pour avoir les hommes prêts à dépanner. Ça n'a pas du tout le même effet de se dire, je mets 10 000 euros pour espérer réparer rapidement quand ça tombe en panne, mais j'aurais quand même perdu 800 000 euros, que je vais mettre 2 fois plus, même 4 fois plus, donc 40 000 euros on va dire, hein, pour garantir 800 000 euros de production tous les ans. Et le troisième point, c'est que vous allez gagner à la fois sur la sécurité machine, puisque vu qu'il n'y a plus de panne, la machine risque moins d'endommager soit un humain qui sera autour, soit une machine qui sera autour, soit l'infrastructure, comme le réseau électrique par exemple, et aussi la qualité, parce qu'on sait qu'un équipement avant de vraiment tomber en panne, il est défaillant et il peut produire de la mauvaise qualité les jours d'avant. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à regarder les autres vidéos que j'ai faites sur ces thèmes dans la playlist qui est ici. À bientôt!